Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Fidèles auditeurs et auditrices, téléspectateurs des Top Congo et précisément du magazine Top Vert, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes heureuse de vous retrouver dans ce premier numéro de l'année 2025 et nous saisissons donc cette occasion pour vous présenter au nom de toute l'équipe de Top Vert nos vœux de santé et de succès pour cette nouvelle année. Alors pour ce premier numéro du magazine, nous avons le plaisir de recevoir dans le studio Top Congo sur notre plateau le professeur Céline Sikoulissi-Moi qui est une habituée. Professeur, bonjour et bonne année. Bonjour Myriam, merci et bonne année à vous aussi, merci. Merci beaucoup professeur. Alors pour la énième fois, nous allons discuter avec vous d'un sujet qui concerne notamment le problème des érosions ici dans notre ville Kinshasa. Alors, au cours de cette émission, nous allons chercher à comprendre ou à savoir si c'est possible de recourir comme solution au problème des érosions aux immondices, ou bien si c'est possible de boucher les érosions à travers les immondices. Je dois rappeler que professeur Céline, vous êtes professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, oui. Et vous êtes aussi experte en qualité de l'eau. Exact. En votre qualité de scientifique et environnementaliste, c'est donc à ce titre que nous vous recevons ici et que nous allons débattre de ces sujets. Oui. Une fois de plus, chers auditeurs et auditrices, bonjour. Professeur Céline, la première question, c'est de savoir justement, est-ce que c'est une solution envisageable? Parce que nous avons entendu, nous avons vu des gens et nous avons connu même des situations où réellement on recourait aux immondices, aux déchets de tout genre pour boucher ou faire reculer les érosions. Est-ce que c'est une solution envisageable? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je voudrais aussi présenter mes vœux à l'équipe de Top Vert, à vous, à Madame Gino Rema et à tout le personnel technique qui nous accompagne à chaque fois et puis à toute la grande équipe de Top Congo FM. Faut pas Merci oublier, beaucoup. Du numéro 1 au numéro N égale à X. Je ne sais pas, ils sont au nombre de combien, mais en tout cas, je pense à tous et à tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent dans Top Vert à chaque fois. Et voilà, tous nos vœux de bonheur, santé, de fer, joie, paix et que l'environnement rayonne. Parce que c'est ça notre socle physique sur lequel nous vivons. Merci beaucoup. Est-il envisageable ? Je pense que cette solution, cette idée de vouloir régler le problème des érosions par l'utilisation des immondices ménagers, s'ils proviennent des ménages ou pas, je pense que c'est une solution dans un premier temps qui n'est pas durable. J'ai suivi dernièrement, je crois, au niveau de la commune de Selimbao. On a comptabilisé, je pense que ça doit être le bourgmestre, si je ne me trompe, qui avait parlé de 77 têtes d'érosion. Et comme solution, il fallait demander à la population de venir jeter les immondices là-bas. Bon, je ne pense pas que ça soit vraiment une solution durable, d'autant plus que nous avons nous avons fait dernièrement des études. C'est ça qui me pousse d'ailleurs à venir en parler. Une pratique similaire avait été réalisée ici dans la ville de Kinshasa. Je prends particulièrement le cas de Delvaux, parce que ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Mais c'est Delvaux, c'est le quartier de Delvaux qui nous a le plus intéressés. À Delvaux, il y a eu un problème de ce genre. Après des pluies diluviennes, un grand ravin s'était créé il y a plusieurs années, je crois une décennie. Et au niveau de la ville de Kinshasa, on a décidé
de transformer ces érosions-là en décharges. En décharges que nous nommons ça décharges sauvages, parce que ces décharges ne sont pas contrôlées. On a commencé à envoyer tout type de déchets dans ces ravins pour fermer ou, qu'est-ce que je peux dire, pour emblayer avec des déchets. Malheureusement, nous venons de terminer cette étude il y a... Les résultats étaient très alarmants, nous avons suivi. Les résultats étaient très alarmants parce que cette solution a créé un autre problème environnemental. Nous allons y arriver. Alors, professeur... Donc, la solution n'est pas envisageable sous cet angle-là. De prendre les déchets, ménagers soient-ils, et venir les déposer là-dedans. Il faut envisager d'autres options. J'ai salué la personne, mais je n'ai pas suivi son nom malheureusement, qui a intervenu pour dire ne pas transformer ça en décharge, mais plutôt utiliser des solutions biologiques. Par exemple, planter de la verdure, planter des arbres qui peuvent stopper les érosions, comme les bambous, etc. Quelque chose comme ça. Et je salue cet aspect. Cependant, je voudrais compléter, parce qu'il avait soulevé, il s'est référé à la loi numéro 11, de 2011, portant principes fondamentaux de l'environnement. Je voudrais signaler que cette loi-là a été modifiée et cette modification de la loi, c'est plus la loi, on parle plutôt de l'ordonnance loi du 23 mars, je pense, numéro 007, qui a été promulguée finalement. Et dans cette loi-là, il est stipulé clairement que l'État doit veiller à la prévention, prévenir les risques. Or, ce que l'on veut faire, si on prend les déchets, on va les jeter dans l'environnement, ou même s'il y a des érosions, eh bien, il y a énormément de risques. On va y revenir. Ensuite, cette même loi-là, elle permet de prévenir les effets nuisibles sur l'environnement. Et évidemment, cette loi vise aussi la protection des ressources naturelles. Quand on fait ce genre de pratiques, on met les ressources naturelles en danger. Parmi les ressources naturelles, il y a les eaux souterraines, d'où les gens tirent ce qu'on appelle communément les eaux de forage. On met les ressources en eau en danger. Justement. Le sol également en danger et l'air. Parce que notre environnement, c'est 3 compartiments. Nous avons l'air, nous avons le sol, mais nous avons aussi l'eau. Ce sont ces 3 grands compartiments-là qui constituent notre environnement. Voilà pourquoi je pense que ce n'est pas une solution envisageable dans ce contexte-là. On va peut-être y aller pour expliquer. Mollo, justement, revenons-en à la composition des déchets. Parce que c'est pas envisageable. Pourquoi? Vous avez donné les raisons de façon de ramasser. Alors, allons-y mollo. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les déchets et qui est nuisible justement par rapport au sol? Commençons d'abord par le sol, puisqu'il y a le sol, l'air et l'eau. Merci. Dans les déchets, même s'ils proviennent des ménages, qu'on appelle les déchets domestiques. Mais au-delà des déchets domestiques, nous avons aussi d'autres types de déchets. Dans l'environnement, quand vous demandez au ménage de venir de déposer les déchets, nous avons d'abord un problème sérieux. Il n'y a pas de tri au départ. Donc, pour envisager une solution semblable, il faut commencer d'abord par trier. Trier en séparant les déchets biodégradables, ça veut dire qu'ils peuvent subir une certaine décomposition naturelle avec l'action de l'eau et des micro-organismes, d'autres organismes vivants qu'on peut retrouver, les vers de terre et tout. Ceux-là, cette catégorie de déchets peut être enfouie dans le sol, dans la terre. Mais il y a aussi une autre catégorie de déchets non biodégradables. C'est vrai qu'au niveau domestique, ces déchets-là représentent qu'on peut mettre dans la catégorie de matière organique. Ces déchets-là représentent pratiquement 65% au niveau de la ville de Kinshasa. Et 17%, ce sont les déchets
plastique. Et je pense 17% seulement. Pourtant, la ville est remplie de déchets qui sont presque essentiellement plastiques, alors que c'est seulement 17%. Les déchets ménagers, vous avez ça, vous avez 65% sont les déchets organiques, donc putrescibles, et que l'on peut enfouir, à condition qu'on les trie. À condition qu'on les trie. Là aussi, le tri intervient. Parce que c'est pas tout qu'on peut exact. Mais on ne peut pas non plus aller les déposer dans les ravins causés par les érosions tels quels. Ça va nécessiter d'abord de travailler sur le site en question pour que ce site soit capable de recevoir ces déchets. J'ai dit bien les déchets organiques. Mais après, il faudra les couvrir pour que le processus naturel puisse poursuivre. Donc, c'est pas vraiment je peux dire, brut, tout est venir déchets. Au-delà des 17% des déchets plastiques, nous avons également les métaux. Nous avons les métaux. Et les métaux sont tout ce que nous avons comme canettes, qu'est-ce que nous avons à la maison, par exemple, à part les canettes, les boîtes de tomates. Vous avez les aussi conserves, les conserves. Mais attention, il y a les piles. Ah oui. Il y a les piles. La catégorie des piles, nous la mettons dans les déchets électroniques. Nous avons des déchets informatiques qui proviennent des ordinateurs, tout ça. Nous avons également une autre catégorie des déchets, ce sont les déchets de l'électricité, les ampoules, tout ça là. Et toute cette catégorie-là sont ce qu'on appelle les DEEI. On ne peut pas aller les jeter tels quels, parce que ces déchets-là, dans l'environnement, lorsque l'eau intervient ou agit ou entre en contact, eh bien, il y a libération de ce qu'on appelle les métaux lourds. Oui. Il y a les éléments traces métalliques. Très nuisibles à la santé. Énormément nuisibles. Et ça, nous avons rencontré cette situation au niveau de la décharge. Nous allons y arriver. Donc, les déchets domestiques ne sont pas que putrescibles, ne sont pas que biodégradables. Il y a aussi une catégorie des déchets qui n'est pas biodégradable. Nous avons les cartons et tout ce qui est emballage. Dans les emballages, vous avez les sachets, vous avez... les sachets, on peut le mettre dans les lots de plastique, bouteilles plastiques et tout. Nous avons les emballages en carton, les emballages papier, d'accord? Mais tout ce que nous avons aussi comme emballage des boîtes que nous utilisons, etc., il y a tout ça. Mais dans ces emballages-là, vous allez trouver des petites couches d'argent, des couches argentées. Les bonbons, vous trouvez l'aluminium que nous utilisons à la maison, tout ça là. Tout ça fait partie des déchets qui vont se retrouver finalement dans l'environnement. Et donc, je pense que on doit partir par la différenciation de tous ces déchets-là et on met de côté les déchets qui ne peuvent pas être, transformés dans le sol, qui peuvent être recyclés autrement. On peut recycler, on peut valoriser autrement les plastiques, tout ce qui peut venir de là. Les cartons, je suis chaque fois... le pasteur Colin et M. Mangalibi que je salue et à qui je transmets aussi mes vœux, qui préconisent l'utilisation par exemple des cartons pour la production des fertilisants. Ça, c'est un fait, mais ça nécessite aussi de voir plus loin parce que quand vous mettez les cartons et les papiers dans l'eau, au-delà du fait que ça devienne une sorte de pâte de bouillie, il y a une autre composition, parce que ils sont faits avec autre chose. Il y a de la colle, il y a les adjuvants. Et voilà, donc, il y a tout ça qu'il faut regarder pour pouvoir permettre à notre sol d'être protégé et à l'avenir. Donc, pour toutes ces raisons-là, une fois dans la terre... À part ça, au niveau domestique, nous sommes toujours au niveau domestique. Toujours au niveau domestique. Dans les déchets domestiques, vous oubliez qu'il y a aussi les médicaments. Oui. Il y a des médicaments. Quand vous avez consommé votre... cure, il reste je prends le cas des flacons, tout ce qui est médicaments sirop et tout le reste. Où va le reste? À la poubelle. À la poubelle. Il y a ça. Il y a ceux qui utilisent les seringues, les diabétiques et tout ça. Tous ces déchets vont où? À la poubelle. Et donc, on ne peut pas, en tout cas, je déconseille fortement
prendre tous ces déchets-là et les déposer dans l'environnement comme tel. Donc, c'est pas une technique envisageable si on ne passe pas par un pré-traitement de tous ces déchets à travers le tri, à travers voilà, la séparation de ce qui peut être putréfié, ce qui ne va pas nuire à l'environnement et les prendre comme tel. Et les conséquences, par exemple, sur le sol peut être quoi? Sur le sol, je prends un cas simple, c'est que lorsque on laisse tous ces déchets-là dans l'environnement, il se passe tout simplement que les réactions qui ont lieu dans les sols, toutes ces réactions chimiques, les êtres vivants qui vivent dans le sol subissent les affres. Vous trouverez dans un environnement où on a jeté toutes sortes de ces déchets-là. Par exemple, vous n'allez pas trouver des vers de terre. Non, vous ne trouverez pas certains micro-organismes. Ils ne seront pas là. Vous allez trouver parfois aussi à certains endroits comme ça, certaines plantes ne pourront pas pousser. Ou s'il y a des plantes qui poussent, il y a des plantes qui peuvent récupérer, par exemple, ces métaux lourds dans leur organisme. Ces plantes pompent ou fixent ces métaux lourds-là en dépolluant le sol. Et en fixant ces métaux lourds, la plante consomme ça déjà sur elle. Et si c'est une plante comestible, eh bien, la personne qui consomme cette plante-là, eh bien, récupère. Ça peut être source de maladie. Oui, maladie, c'est encore trop dire, mais je vais y aller en expliquant. La personne peut consommer. Mais si c'est cette plante-là ou ces déchets-là, par exemple, en contact avec de l'eau, lorsque l'eau relargue ou tous ces éléments sont relargués dans les eaux qui ruissellent, les eaux ruissellent et vont rejoindre les nappes. On se retrouve avec les métaux lourds dans les nappes, les métaux lourds dans les eaux qui sont utilisés par les populations. Justement, ça, c'est déjà la conséquence au niveau de l'eau. Exact, au niveau de l'eau. Et les métaux lourds, nous le savons, les métaux lourds sont cancérigènes. Nous le savons. Et souvent, quand on amène aussi tous ces déchets-là dans ces genres d'endroits, eh bien, comme on ne sait pas les éliminer, ils s'accumulent avec le temps. Ils font ce qu'on appelle des montagnes d'immondices. Et qu'est-ce que les gens font? Ils mettent le feu. Quand ils mettent le feu, ils incinèrent sauvagement, eh bien, la combustion amène aussi sa part de conséquences à travers toutes les émanations des gaz. Vous passez par Delvaux. Oui. Vous sentez quoi? Une odeur. Venons-en justement à Delvaux. Delvaux, pendant des années, je dirais vraiment des années, parce que c'est notre chemin, nous passons par là. Exact. Avant d'arriver ici à Top Congo. Pendant des années, quand on passait par Delvaux, il fallait se boucher les nez. Même actuellement. Parce que, même actuellement. L'odeur est insupportable. Oui. Alors, vous, les scientifiques, vous êtes mis ensemble avec d'autres scientifiques et professeurs aussi pour mener cette étude que nous avons suivie. Les résultats étaient alarmants, nous allons en parler et même ceux qui nous suivent comprendront pourquoi nous insistons que c'est vraiment alarmant. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a été fait au niveau de Delvaux? Comment vous avez fait justement pour aboutir à cette conclusion? Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette question qui nous a beaucoup, qui a trottiné pendant longtemps dans notre tête. C'est vrai, quand on passe par Delvaux, on sent. La première chose, c'est on se bouche les nez. Si on est dans un véhicule où on sait monter les vides, c'est bon. Mais on récupère d'une manière ou d'une autre une partie de ces odeurs-là, avant ou après. Et c'est sur une bonne longue distance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai expliqué en entrant dans l'émission. On avait décidé au niveau de la ville, à l'époque, je crois le gouverneur de l'époque, avait décidé que la solution au problème de l'érosion qui a été créée à Delvaux était d'aller remplir ou couvrir ces ravins avec des immondices qui venaient de toutes parts dans la ville ici, de plusieurs endroits, des hôpitaux, des industries, tous ces déchets-là, les déchets urbains dans l'ensemble, domestiques, urbains, déchets industriels, qu'ils soient artisanaux, tous les déchets-là s'est retrouvés à Delvaux. Et malheureusement, on n'avait pas fait une étude au préalable pour savoir quelles seraient les conséquences. Si on ne fait pas l'étude, on peut tout de même se renseigner pour savoir dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait. Alors, conséquence,
les déchets ont commencé à putréfier dans le ravin avec l'action des pluies parce qu'on a remblayé avec des déchets, des camions et des camions qui viennent pour jeter ces immondices-là. On n'a pas couvert. C'était pas un centre d'enfouissement technique en soi. Et on n'a pas prévu les zones de dégazage. Parce que quand il pleut, il y a les réactions micro-organiques. Avec les micro-organismes, tout ce qui peut y avoir comme bactéries, tous les micro-organismes qui interviennent, eh bien, ils participent à la putréfaction. L'eau aidant et tout conséquence, il y a dégazage de ce qu'on appelle les composés organiques volatiles. Ce sont ces composés-là que nous sentons dans nos nez, que nous sentons et qui malheureusement aussi, qui nous indisposent parce que ces composés organiques, parmi ces composés organiques, il y en a qui sont aussi cancérigènes. Donc, c'est les composés organiques volatiles, oui, une forte exposition avec le temps, de manière à longue durée, eh bien, crée des risques des développements, des cancers à la longue, des maladies pulmonaires, etc. S'il vous plaît, professeur, seulement le fait d'être exposé à l'odeur. Oui. Ça, pendant un long moment. Pendant une longue durée. Nous avons aussi calculé les risques. Nous avons non seulement fait les analyses, nous avons non seulement analysé la qualité de l'air avec le prof Moulumba, que je salue aussi et que je dis, voilà, l'équipe de think tank. Aussi. Oui, l'équipe de think tank avec l'Université pédagogique nationale, l'ONG Futur Environnement, nous nous sommes mis ensemble. Évidemment, on va comprendre, hein, c'était avec nos moyens propres. Nous sommes allés descendre sur le terrain pour faire non seulement l'analyse de la qualité de l'air, et nous avons positionné différents capteurs à différents endroits. À l'école Bobokoli, à la maternité chez les sœurs, et la maternité qui est juste à côté, et voilà, et puis chez des particuliers, pour nous permettre d'avoir une bonne gamme de nos échantillons. Eh bien, nous avons identifié plusieurs problèmes à ces endroits-là. Donc, à part le fait qu'il y a les matières organiques qui dégagent ces odeurs qui sont dues à ça, mais vous constaterez que ces matières organiques, ces odeurs viennent après la pluie. Et donc, s'il ne pleut pas pendant la période de la saison sèche, qu'est-ce que les populations font? On met le feu pour essayer d'éliminer ou de limiter la quantité, parce que plus ça augmente, plus le volume aussi augmente. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand on incinère de cette façon-là, on libère aussi des gaz toxiques. Conséquence, quand vous passez par là, à ces moments-là, des fois, vous ne pouvez pas respirer. Il faut aussi fermer vos narines pour ne pas sentir ces... Vous pouvez mettre même les cache-nez, ça n'aura pas d'impact. Nous sommes même passés au niveau de la population pour connaître leur perception. Qu'est-ce qu'ils avaient? Quelles sont les attitudes? Et tout ça, ce sont des résultats que nous avons. Et nous avons mené cette étude pendant 6 mois. Et les résultats sont là. La durée du temps aussi, ça compte. Nous avons fait cette étude-là pour savoir quel était le problème réel dû à ça et quelles peuvent être les conséquences. Il y en a qui se plaignent déjà de ces différentes nuisances, des conséquences de ces nuisances. Il y en a qui ont développé des problèmes comme l'asthme. Il y en a qui ont fait ces témoignages-là. Il y a quelqu'un qui nous avait aussi dit, le jour où nous avons présenté les résultats, qu'il y a eu un de ses voisins qui avait été en face ou exposé pendant longtemps, qui malheureusement, lui, il avait succombé. Il y a d'autres, oui, parce que c'était prouvé aussi au niveau du suivi médical. Il y avait aussi d'autres aspects. Donc, à travers ces incinérations sauvages, ces combustions de déchets de tout genre, eh bien, on libère aussi une partie des métaux lourds. Nous avons trouvé dans l'air que respirent ces populations des métaux lourds, comme le cadmium. Et tout ça, ce sont des problèmes que nous allons récupérer dans les 10, 15 années qui viennent. Donc, à travers... Les risques sont là, nous les avons évalués et la situation est catastrophique. Pour dire que les déchets qui ont été enfouis là-bas pour résoudre un problème en ont créé plusieurs. C'est pourquoi il vaut mieux prévenir que guérir, que je me suis dit, eh bien, il faudrait conseiller à toutes ces personnes-là qui pensent résoudre les problèmes des érosions par les immondices, que c'est pas une solution qui va nous aider.
qui va nous aider. Malheureusement. Vraiment. Au-delà de ça, vous nous avez posé la question sur Delvaux. Quelles étaient les conséquences? Oui, oui. Tous les déchets que nous avons appelés les DEEI qui ont été jetés là-bas ont libéré les métaux lourds. Nous avons aussi analysé, les concentrations en métaux lourds sont très élevées. Et pire encore, c'est toutes ces concentrations en métaux lourds. Je vois l'honorable, voilà, il y a un doctorant qui a aussi fait ce travail-là. Qui lui a analysé les eaux, Crispin Ngoy. Il a analysé C'était ça ma question. Exact. Quand il a analysé alors des eaux, puisque votre étude a porté sur l'air et sur les eaux. Les eaux en sont contaminées dans le bas-fond. Parce que quand on est sur une colline, donc on est sur une colline quand on passe devant la maternité de Delvaux, mais le ravin donne jusque dans le bas-fond. Il y a une vallée en bas. Et dans cette vallée-là, les eaux coulent dans le bas-fond. Les eaux ont été analysées, les eaux de source comme les eaux de forage, et bien toutes ces eaux aussi sont contaminées par des métaux lourds. C'est des études qui sont prouvées scientifiquement. Mais c'est quoi l'impact sur la santé? Parce qu'on sait que, par exemple, les eaux de forage sont utilisées dans les ménages. On utilise pour préparer, nettoyer les habits, même se laver. Bon, je pense que le problème, c'est autour de l'utilisation de ces eaux-là. C'est vrai que les gens recourent aux eaux de forage parce que il n'y a pas toujours l'eau au robinet. Ça, c'est une solution alternative. Il y a des endroits où, même s'il y avait des tuyaux, bien les tuyauteries ont disparu, ou il y en a d'autres qui sont finalement, comment je peux dire, en état vétuste. Cette vétusté fait aussi que, bon, quand on envoie de l'eau, parfois il y a des fuites, ça se limite à certains endroits, il y a d'autres ça n'arrive pas, ou quand ça arrive, vous voyez l'eau qui sort du robinet avec des matières en suspension ou légèrement colorées. C'est pas dû au fait qu'on n'a pas traité l'eau, non, mais c'est dû au fait que les canalisations ont vieilli. Ils sont plus en bon état. Oui, les canalisations posent problème. Mais je parle pas de l'eau de robinet. Là, je parle de ces eaux-là, les eaux naturelles. Je venais de dire que l'environnement, ce sont les 3 compartiments. L'air, l'eau et le sol. Maintenant, lorsqu'on envoie ces déchets-là, les déchets solides qui proviennent de toute la ville, dans les érosions, c'est le sol. Et quand il pleut, l'eau réagit avec tous ces déchets-là et libère certains éléments nuisibles. Au-delà de ça, ces éléments nuisibles, ça peut être sous forme de gaz. Nous venons d'en parler. Les gaz, les composés organiques volatiles, qui sont là. Au-delà de ces composés organiques, dans les composés organiques, vous pouvez aussi trouver du formol, formaldéhyde, le formol, que nous avons aussi. Le formol qui vient d'où? Ben, de la putréfaction, de la décomposition de tous ces déchets, de tous ces déchets organiques. Mais également les métaux lourds. Parce que quand la pluie tombe sur ces déchets-là, il y a toutes ces réactions chimiques que nous venons tous ces phénomènes que nous venons de citer, ont des produits. Mais en dessous de ça, il y a passez-moi le terme, un jus, une sorte de liquide qu'on appelle le lixivia, qui est très chargé en éléments nuisibles pour le sol et pour les ressources naturelles. C'est ce liquide-là qui est très, 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 très pollué, qui traverse le sol. Et puisque nous avons un sol sablonneux ici, facilement perméable, eh bien, ça traverse. Si c'est ce liquide-là, qui contient aussi des métaux lourds, parce que nous l'avons aussi analysé au niveau des Delvaux, contient des métaux lourds, il va aller jusque dans les nappes. Or, les nappes constituent des ressources en eau pour certaines populations qui pompent ces eaux-là comme sous forme d'eau de forage. Certaines populations, mais vraiment une grande partie de la population de notre ville. On va parler des eaux de forage peut-être une autre fois. Nous sommes en train de boucler les études au niveau de la ville de Kinshasa. Nous n'avons pas assez de moyens, mais nous faisons quand même quelque chose au niveau des labos avec notre équipe. Nous allons revenir pour parler du travail, de ce grand travail que vous faites. Voilà, donc tout ça a des impacts sur le sol,
a de l'impact. Si vous allez vers ce ravin-là à Delvaux, la décharge, l'arrêt Solo vers le bas, vous trouverez qu'il y a des espaces où il ne pousse presque plus rien. Hein? Où les plantes ont séché dans tout cet aspect-là. Mais l'eau s'infiltre avec le temps dans le sol. Au fil du temps, l'eau s'infiltre jusqu'à atteindre les nappes. Et si cette eau-là, elle est chargée en métaux lourds, eh bien, les nappes les reçoivent. Voilà. Donc, c'est qu'on fait professeur, au niveau, oui. À quelle distance finalement, le degré d'exposition est dangereux par rapport à ces études que vous avez fait? Parce que vous avez dit que vous avez placé des capteurs. J'imagine que ce sont ces capteurs qui vous ont permis d'avoir des données chiffrées pour savoir à quoi s'en tenir. Vous avez dit école à l'école, à la maternité et tout. Est-ce que vous avez aussi calculé les degrés d'exposition dans un environnement où on a des décharges comme ça, dans des ravins? Et ce n'est pas seulement peut-être pour les ravins ou les érosions, parce qu'on sait que les immondices sont utilisés aussi pour boucher ou couvrir les eaux de pluie dans des communes telles que Limete, à des endroits où il y a des inondations et tout. Est-ce que vous avez calculé aussi jusqu'où ça va? Ça peut aller. Bien. La diffusion de ces polluants-là, tout ce que nous avons cité, les composés organiques volatiles, par exemple, ça c'est au niveau de l'air. Selon les compartiments, les paramètres ne sont pas les mêmes. Je prends le cas dans l'air. Quand il y a une fumée qui contient tous ces composés nocifs-là, qui peuvent être qui proviennent du fait qu'on a incinéré, cette fumée-là transporte. Ça peut provenir de la dégradation de tout ce que nous avons cité là. OK? Ça dépend de la direction du vent. Et là, c'est le spécialiste comme le prof Moulumba qui peut parler de ça. Ça, c'est pas vraiment mon domaine. Mais ça dépend, comme il nous l'a aussi démontré, expliqué. Et pour faire ça, on n'a pas positionné partout. Il a regardé la direction du vent. Les roses de vent qu'il avait, il a commencé par ça pour identifier dans quelle direction peuvent aller, par exemple, lorsque les vents soufflent, où est-ce que ces vents amènent, où vont déposer les particules. Nous n'avons parlé que de ces particules, composés organiques volatiles, etc., et tout le reste. Mais les autres particules, on n'en a pas parlé. Ce qu'on appelle les PM10 ou les PM10 et les PM2.5. C'est aussi des particules qui se retrouvent en particules fines, vous ne les voyez pas. Mais quand vous êtes, par exemple, à un certain endroit, vous les voyez, ils se déposent. Donc, quand on brûle les déchets, on incinère. Nous, on a collecté aussi tout ça. On a collecté des particules de couleur noire sur des filtres et nous avons analysé et nous avons trouvé aussi des métaux lourds. Donc, il y a des grandes quantités de matières en suspension dans lesquelles il y a tous ces PM10 qui sont aussi très cancérigènes, qui sont à l'origine des maladies respiratoires, des affections respiratoires. Et l'OMS, si vous allez, vous suivez de temps en temps l'OMS a noté que la pollution de l'air, parce que ça pollue l'air, est à l'origine de plus de 3,7 millions de personnes chaque année. L'air intérieur, ça c'est l'extérieur. L'air intérieur également est à l'origine de plusieurs millions de décès. Et particulièrement au niveau des pays qui n'ont pas assez de moyens, les pays pauvres, les pays en voie de développement et tout ça. L'air intérieur, c'est le premier facteur de décès. Et plus loin encore, ces conséquences-là sont tellement fâcheuses que les femmes enceintes, les enfants à bas âge, les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés. Et il y a même des recherches qui ont été menées, on a lu des articles à ce sujet, des recherches qui ont été menées il y a quelques années, en 2009, qui ont démontré que les femmes, les nourrissons et les femmes enceintes sont les plus exposées et une bonne partie crée des sérieux problèmes. L'histoire de l'inhalation des gaz, le malaire, peut être à l'origine de malformations congénitales ou parfois de pertes, disons, comment ça s'appelle, donc des avortements, des choses comme ça. Il y a d'autres études qui se font, mais nous ne sommes pas encore focalisés sur ces aspects. Donc, surtout que les moyens ne le permettent pas. Mais parfois aussi, les gens, quand nous sommes descendus sur le terrain, nous sommes allés voir les personnes qui sont exposées à ces odeurs-là.
On leur pose la question, ils disent, ils sont résiliés, tout ça la nine, tout kendewapi. Il y en a qui vous disent déjà, bon, nous, on sait, nous savons que ça peut développer ça. Ils sont au courant, ils sont informés. Mais voilà, là, ils disent, il y en a qui estiment qu'ils ont déjà écrit plusieurs fois aux autorités, mais il n'y avait pas de suite. Donc, je pense qu'il y a tout un aspect de choses sur lesquelles nous devons réfléchir, parce que la Constitution elle-même donne à chaque individu le droit de défendre son environnement. Si eux-mêmes ne le défendent pas, bon, et même s'ils le font, quelles sont les solutions qu'ils peuvent envisager? Donc, il y a beaucoup de conséquences par rapport à l'utilisation des érosions, des ravins pour résoudre les problèmes des déchets. Au contraire, si on arrive à bien gérer les déchets et chaque déchet dans son cas, eh bien, on trouvera des solutions pérennes, durables et qui nous permettront de préserver nos ressources naturelles. Nous allons en parler, nous devons en parler d'ailleurs, des solutions envisageables. Mais avant cela, vous l'avez effleuré, nous voyons que les conséquences sont fâcheuses. Elles sont là, nombreuses, dangereuses. Ah oui. Mais est-ce que à la fin de votre étude, les jours de la présentation, est-ce que l'autorité, vous avez fait un pas? Je sais que c'est leur devoir, d'ailleurs, ils doivent être au courant parce que nous qui passons là, nous comprenons que c'est pas normal. Mais c'est quoi le degré de collaboration ou d'information après que le travail ait été fait en termes de résultats présentés? Merci beaucoup. Nous saluons d'abord l'initiative. Le recteur de l'université de Kinshasa, professeur Kayembe, que je salue, nous avait appuyé dans la diffusion de ces résultats, parce que c'était en collaboration avec l'université de Kinshasa et l'université pédagogique nationale. L'actuelle rectrice, professeur Ibebeke, que je salue également, a aussi collaboré. Elle était même là le jour de la présentation de ces résultats. Et au niveau de l'UNIKIN, c'était le professeur Yanjou qui était chargé de la recherche, qui était là, qui ont participé au débat et à tout ce que nous avons fait. On a pris des résolutions pour voir comment nous pouvons aider ces différentes populations. Et les autorités politiques? C'est ce que je suis en train de dire. Ce sont des autorités, d'abord, qui accompagnent les chercheurs à travers leur attribution. Au-delà des autorités académiques, nous avons aussi été enchantés de voir que au niveau du ministère de la Santé, par exemple, on n'a pas eu de répondant, mais ça a été fait après. Et ça, je dis merci à son Excellence le ministre Dr Roger Kamba, qui nous a invités à son cabinet pour parler de cette question liée à la santé et à l'environnement. Et ça, c'est louable. Pour venir parler de cette question, pour voir, OK, vous avez fait des études, les next. What is the next? Et après, comment on évolue? Ça, c'est louable, des initiatives louables. Le jour de la présentation, son Excellence, le ministre Aïssa Malou, que je salue également, avait aussi dépêché son conseiller qui était là, qui a été avec nous pendant toute cette activité. Bon, je pense que le ministère de l'Environnement était représenté par quelqu'un qui était venu du secrétariat général, quelque chose comme ça. Je n'ai plus vraiment souvenance. Mais nous avons constaté aussi que certains ministères, certaines autorités que nous avons invitées n'ont pas réagi par rapport à ce moment-là. Qu'à cela ne tienne, mais nous pensons que notre message a été suivi. Les autorités académiques nous ont accompagnés, les autorités politiques nous ont accompagnés selon leurs attributions, parce que particulièrement pour le ministère en charge de l'éducation au niveau secondaire et primaire, eh bien, ce n'est que évident, parce que nous avons aussi des écoles qui sont aussi impactées par cette situation. Et mais voilà. Professeur, le problème, c'est la suite. Après que ces résultats aussi alarmants aient été publiés, surtout vous avez travaillé, vous avez pris de votre temps, vous avez pris sur votre santé, sur votre, je sais pas moi, vous avez donné en fait au pays pour avoir ces résultats-là. Le problème, c'est l'après. Les scientifiques alertent et ils font leur part, mais l'après, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a des signaux? Plusieurs mois après, il y a des signaux pour dire, ben voilà, on a quand même été écouté, entendu, et voilà les actions.
Merci. Les signaux, je pense, peut-être pas à notre niveau directement. Il y en a qui nous ont peut-être relancés d'une manière ou d'une autre, comme le bourgmestre de la commune de Kassavourou. Je crois qu'il a dépêché quelques personnes pour voir comment nous pouvons les aider aussi à avancer par rapport à la gestion des immondices. Je sais qu'il y a également, au niveau, comme je l'ai dit, au niveau du ministère de la Santé, public, hygiène et prévoyance sociale, où nous avons commencé des réflexions sur comment on évolue dans la suite. Je pense que les solutions, les questions de Next peut-être n'intéressent pas les uns les autres, mais je pense que nous avançons selon le rythme aussi. Il n'y a pas que ça comme problème, vous le savez. Il y a eu cette histoire des monkeypox qui aussi a cassé l'élan. On s'est focalisé aussi vers ce côté-là, mais ce n'est pas tellement une raison pour dire que je suis tout à fait d'accord. Des questions aussi mais il y a des urgences. Pouvaient être oubliées. Oui, ça c'est vrai. Ça aussi c'est urgent parce que c'est la santé des populations. Monkeypox c'était une urgence, donc je pense que c'était tout à fait normal que cela. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne suit pas. Nous suivons et nous pensons pouvoir accompagner le ministère de la Santé à travers ce que nous faisons. Mais au-delà du ministère de la Santé, je disais qu'il y avait aussi le Fonds social, Fonds de solidarité pour la santé, qui est une structure de régulation de la couverture, une structure de facilitation, d'accompagnement de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, qui nous a approché aussi sur la question liée à la prévention, particulièrement les risques sur le plan environnemental. Et donc ça c'est important. Ça veut dire que il y a des structures qui ont trouvé écho ou qui ont trouvé un intérêt dans ce que nous avons fait. Et ça, nous saluons. Je salue le DG Mangala aussi. Ils ont trouvé un intérêt et ils nous ont approchés. Nous sommes dans la recherche. Nous accompagnons également l'ONG Future Envie Forward, qui est de la société civile. Donc, nous essayons de nous mettre ensemble. Et ce que nous voulons faire, nous espérons que nous serons financés. Nous avons soumis un projet en consortium pour l'obtention d'un financement pour continuer un aspect afin de sécuriser la santé maternelle et infantile à travers des recherches dans les domaines où les femmes sont exposées à ce genre d'émanation. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Exactement. Nous ne pouvons pas non plus dire que nous avons tout fait au niveau des DELVO. Il y a des recommandations que nous avons formulées. Nous avons transmis ces recommandations à qui de droit à travers notre rapport d'étude. Nous avons notre part comme scientifique. Nous continuons à réfléchir sur comment nous pouvons avancer. Et maintenant, nous voulons aller vers le Parlement. L'Assemblée nationale, nous avons déjà prévu quelque chose qui les concerne par rapport à cette question. En fonction des attributions, en fonction des responsabilités, nous faisons ce que nous pouvons. Nous nous limitons à ce que nous, scientifiques, pouvons faire parce que nous ne pouvons pas aller engager l'État, nous ne pouvons pas aller prendre certaines décisions, non. Nous nous amenons ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision. Notre étude constitue un outil d'aide à la décision et c'est aux décideurs de prendre d'en utiliser si ça les intéresse. Nous pensons que parmi les solutions, je crois qu'il faut former les Voilà, la question des solutions. Quelles solutions finalement? Parce que le problème, il est double. Oui. On parle des érosions, mais il y a la gestion des immondices. Exact. Quelles solutions finalement pour ces deux problèmes? Bon, je crois que je pense que les bourgmestres qui ont une très grosse responsabilité ont un réseau. On peut travailler en réseau. Dans chaque commune, il y a des conseils communaux qui sont là, mais il y a aussi des techniciens. Dans chaque commune, on retrouve différents problèmes. La commune de Limete n'a pas les mêmes problèmes sur le plan de gestion des immondices, même s'il y a des dénominateurs communs. La gestion d'une manière générale. Mais ce que vit la commune de Mongafula, parce que c'est sur une colline, ou la commune d'Ngalema, c'est sur une colline, n'est pas la même situation que la commune de Limete qui vit des inondations. Donc, exactement. Voilà. À chaque commune correspond son problème et bien qu'il y a la question des gestions de manière générale, mais
nous avons les dénominateurs communs. L'air, l'eau, les sols, nous les partageons tous de la même façon. Donc, si nous agissons mal ou nous ne faisons rien, en ce qui concerne la qualité de l'air, ça va nous impacter. Ça va impacter les sols, peu importe que vous soyez à limiter ou vous serez impacté d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il y a moyen de mettre en place des stratégies, au-delà de ces stratégies, planifier, mais aussi être opérationnel sur le terrain. Et ça, nous nous aidons dans ce que nous pouvons apporter. C'est à eux de prendre les initiatives qui conviennent par rapport à ça. Nous évoluons avec le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Merci beaucoup, professeur Céline Sikoulissi-Moi. En tout cas, malheureusement, on est pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Je rappelle aux auditeurs que nous avons parlé avec le professeur Céline Sikoulissi-Moi de cette problématique des érosions et de comment... Quelle peut être la meilleure solution en lieu et place d'utiliser ou de recourir aux immondices pour boucher les érosions ou résoudre ces problèmes liés aux érosions. Alors, professeur, avant de nous séparer, un tout dernier mot en 30 secondes. Merci beaucoup. En 30 secondes, bon, voilà, ma pensée va tout droit vers un des nôtres qui nous a quittés. Docteur Richard, voilà, paix à son âme. Il a beaucoup participé aussi à ces études que nous avons réalisées. Nous l'avons inhumé dernièrement à Bunia, paix à son âme. Mais nous continuons quand même le travail. Je pense à toute cette équipe qui continue à évoluer. Parfois, les gens se découragent, mais je leur demande de ne pas se décourager. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le pays, c'est pas seulement pour nous. Il est vrai qu'il n'y a pas assez de moyens, mais je pense que l'avenir nous le dira. Un jour ou l'autre, je crois qu'ils vont se retrouver. La plupart sont des jeunes, c'est tout à fait normal qu'ils aient certaines attitudes de découragement. On fait quelque chose, mais le reste ne suit pas. Mais je pense que avec l'appui du Top Congo, nous sommes disposés à venir parler de temps en temps des questions qui sont les nôtres dans le secteur de l'environnement, parce que des fois, nous suivons, mais... se disant, bon, parlons-en par exemple, voilà, malheureusement, nous n'avons pas toujours la possibilité de venir et nous remercions Top Vert de nous donner chaque fois le micro et l'espace pour venir parler de toutes ces questions. Et comme vous le remarquerez, l'environnement, les gens se trompent, c'est l'air, c'est l'eau, c'est le sol. C'est le sol. Et tous les autres aspects qui viennent s'y ajouter, les deux autres éléments, c'est le climat, mais aussi l'énergie. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons rattrapés par le temps. Merci beaucoup. En tout cas, professeur, on espère qu'on va faire attention puisque cela nous concerne tous. Merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres. Nous disons merci à Pascal Kalambay, Dani Ayobi qui était du côté YouTube. Merci également à Chris Bivoula et Alain Bongo Pascal qui nous ont permis d'arriver chez vous via le FM. Merci à Gino Rema, merci à Miguel Mena qui coordonne cette émission. Nous nous disons à mercredi prochain avec un nouveau numéro. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.